Bienvenue à votre émission La Tribune des Éditos, ce grand rendez-vous de votre télévision Twi TV pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et analyses des différents médias. Pour cette tribune, il sera question de la situation sécuritaire entre actions offensives et nominations, également la situation à Dori où une descente de militaires a sémé la panique dans la ville sera abordée. Il sera également question du Mali, que reste-t-il désormais de l'accord d'Alger? Et enfin, en Côte d'Ivoire, congrès du PDCI-RDA et meeting du PPACI. Voici donc les différents sujets pour cette tribune et pour les décrypter, je suis accompagné par 4 professionnels des médias. À ma droite, nous avons Michel Nana, rédacteur en chef délégué aux éditions Le Pays. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Nous avons également Daouda Kinda, journaliste au quotidien. À ma gauche, nous avons Salia Omar, journaliste à Aujourd'hui au Faso. Et enfin, Idrissa Koumbem, journaliste à la Lettre du Faso. Situation sécuritaire, on vous le disait, les forces armées nationales multiplient les actions offensives depuis plusieurs semaines. Sur la question, l'édito du journal Le Quotidien est intitulé « Terroristes, déposez les armes ». Oui, c'est un secret de polichinelle de dire que l'armée burkinabé monte en puissance depuis, en tout cas depuis un certain temps. Et ce n'est pas prétentieux de le dire parce qu'il n'y a qu'à voir les différentes actions, surtout offensives, sur le terrain pour s'en rendre compte. Pas un seul jour sans qu'on nous annonce, en tout cas, qu'il y a tel nombre ou tel autre nombre de terroristes qui ont été neutralisés dans telle localité ou telle autre localité, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de Nassumbu à Partiaga, à Mangoudara, je n'en sais où encore. Mais tous les jours, l'armée burkinabé mène quand même des opérations, soit par les airs, soit par la voie terrestre, ou pour ravitailler certaines localités en vivres. Donc c'est dire que depuis quand même quelques jours, il y a quand même des actions qui nous donnent de l'espoir. Vous savez, les Burkinabés ont besoin d'être rassurés. Alors, pendant longtemps, depuis le début du terrorisme, on attendait quand même de voir ces genres d'actions. On ne demandait pas plus, on demandait en tout cas qu'on sente notre armée, on sente qu'elle est vraiment qu'elle est sur le terrain, qu'elle mène un combat pour récupérer les terres que nous avons ou les localités que nous avons perdues. Les Burkinabés étaient inquiets, en tout cas, de voir que les terroristes, chaque jour que Dieu fait, ils ne faisaient qu'avancer et resserrer le taux sur, en tout cas, certaines localités. Mais quand même, depuis plusieurs jours, on sent que l'armée monte véritablement en puissance et que la pression est sur les groupes armés. Et c'est ce que beaucoup ont réclamé, qu'on mette la pression sur eux afin qu'ils comprennent qu'en face, il y a des hommes aguerris, il y a des hommes qui sont déterminés et il y a des hommes qui veulent reconquérir les terres ou les localités qui étaient jadis passées sous main des groupes armés. Il faut les chasser, réinstaller les populations pour que la quiétude quand même puisse revenir. Parce que c'est un... que dire, c'est... On ne peut pas accepter que quand même des populations soient déplacées. On parle de près de 2 millions de déplacés internes dans un pays d'une vingtaine de millions d'habitants. C'est vraiment trop. Donc il va falloir que toutes les localités là, qu'on puisse les reconquérir afin de déployer ou de redéployer l'administration et les populations puissent retourner chez elles pour vivre dignement. On ne demande pas plus que ça. Retourner chez soi et puis vivre dignement. Bon. C'est ce que tout le monde réclame. D'accord. Alors, Michel Nana, le message des forces armées nationales est clair depuis plusieurs semaines. Il faut déposer les armes. Qu'est-ce que vous pensez de ces actions de reconquête du territoire qu'on a lancées depuis plusieurs semaines, avec l'entrée en jeu aussi des vecteurs aériens? Bon, je ne vais pas aller dans le sens de qu'est-ce que je pense des opérations en cours. Je vais d'abord dire qu'il y a quand même une appréciation à faire par rapport à ces actions. D'abord, sur la question, il y a sur la question des faits. Les faits, il y a 2 sources. Il y a d'abord la source officielle, et notamment de l'armée et de l'administration, qui nous indique qu'il y a des opérations qui sont faites sur le terrain.
Et la seconde source qui est officieuse, ce sont les témoignages recueillis sur le terrain, ce sont nos sources d'information habituelles qui nous indiquent ce qui est fait sur le terrain dans le sens de la reconquête du territoire. Ça, c'est d'abord les faits. Maintenant, question de commentaires, je pense que les Burkinabés attendent cela, et mon frère Kinda l'a dit, et ce qu'ils attendent, c'est que l'armée qui est engagée dans cette lutte-là puisse repousser ces groupes armés, puisse les neutraliser de sorte que les populations là puissent reprendre la vie. C'est ce que nous attendons. Et je pense qu'il y a quelques jours de cela, il y a le ministre de l'administration territoriale, de la sécurité, qui l'a dit qu'on ne peut pas aller en 2014 avec la situation actuelle. En 2024 avec cette situation. Ça veut dire que dans l'agenda et dans le chronogramme de la transition, c'est d'en finir vite avec cette guerre-là. Parce qu'effectivement, plus on va vite, plus on en finit vite, plus on gagne sur tous les plans. Et le souhait qu'on a, c'est que les souhaits et les bénédictions qu'on a et qu'on peut avoir, c'est que et l'armée puisse avoir cette baraka-là, d'aller jusqu'au bout du combat qu'elle a engagé, de sorte à ce que la population, le Burkina Faso et sa population puissent retrouver sa quiétude. D'accord. Alors, Saleh Omar, on suit un peu les images de cette stratégie qui est à nouveau appliquée depuis plusieurs semaines, l'entrée en jeu des vecteurs aériens. Et cela fait en gros 6 mois que le chef de l'État, le capitaine Traoré, est aux commandes. Déjà, quelle est votre appréciation de ce volet sécuritaire qui est quand même en train de connaître un bond? Alors d'abord, avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de féliciter les autorités militaires, paramilitaires, les VDP, pour le travail en tout cas qu'ils abattent sur le terrain, le travail de sécurisation du territoire, la protection en tout cas des Burkinabés et de leurs biens. Alors parlant un peu de ces derniers temps, la montée en puissance, en tout cas, de l'armée, c'est à saluer. On a senti que c'est avec le matériel, en tout cas, qu'ils ont acquis ces derniers temps, ont permis à notre armée d'engranger des résultats sur le terrain. Chaque soir, on nous livre le bilan des terroristes neutralisés, appelés à déposer les armes. Et je pense que l'un dans l'autre, c'est à féliciter. Parce que, quoi qu'on dise, l'armée fait du très bon boulot et que la population doit se mettre à l'idée que l'encouragement et galvaniser en tout cas nos troupes-là ne sera pas quelque chose de trop. Parce que dans cette guerre asymétrique, comme on le dit, il faut galvaniser les troupes. Et nous pensons, je pense personnellement que la victoire n'est pas loin, sinon que dire, peut-être que nous avons déjà la victoire, et comme le président lui-même a dit, il ne qualifie pas ces personnes de terroristes, mais des petits bandits égarés qui les appellent à déposer les armes. Donc je pense que avec les vecteurs aériens, je pense que on va, en tout cas, on gagne des victoires, en tout cas d'étape. Et nous osons espérer que nous aurons encore du matériel, voilà, pour appuyer nos forces de défense et de sécurité ainsi que nos VDP dans la lutte contre le terrorisme. Alors, Idrissa Koumbem, en 6 mois, est-ce que l'on peut dire que les choses ont bougé avec le régime du président Traoré sur le plan sécuritaire? Alors, sur le plan sécuritaire, il faut être aussi objectif et pragmatique au regard des réalités qu'on a sur le terrain. En termes de stratégie, bien évidemment, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de changements et de paradigme également, comme on l'avait parlé au temps de Damiba et de Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, en termes de paradigme, de changement, de stratégie de combat, il y a véritablement beaucoup de choses qui ont bougé. Voilà, on a essayé de réorganiser rien que le recrutement des VDP. Voilà, c'est un élément en tout cas capital dans la lutte contre le terrorisme parce que ce sont les populations elles-mêmes à la base qui peuvent mieux s'organiser aussi et soutenir l'armée dans la reconquête du territoire. Il y a eu beaucoup d'actions.
qui ont été menées dans différents fronts du pays, et c'est à saluer. Et également, ces 2 jours, comme mes prédécesseurs venaient de le rappeler, il y a véritablement un travail de communication qui est en train d'être fait et qui montre voilà, les actions de nos FDS et des VDP, et tout cela c'est encouragé. Mais le paradoxe dans cette situation est que du même coup où on mène les opérations, on a du succès. On remarque qu'en termes de nombre de déplacés internes, il y a eu tout récemment des chiffres qui ont été donnés. Il y a eu une augmentation également. En termes d'écoles fermées, il y a eu également une hausse. C'est un peu ce paradoxe-là qu'on n'arrive pas à comprendre dans cette situation où on mène les opérations. Il y a des acquis sur le terrain, mais malheureusement, les populations continuent de se déplacer par la pression des groupes armés. Il y a des écoles qui se ferment à nouveau. Et il y a également, comme on peut le constater ces derniers temps, des manifestations également qui s'organisent dans certaines localités pour réclamer plus de sécurité. Rien que la semaine, il y a eu Mané, je pense que même aujourd'hui, ce vendredi, il y a eu Bassalgo aussi. Donc ce sont des éléments aussi à prendre en compte dans cette lutte-là, pour dire qu'il faut encore redoubler d'efforts et faire plus, voilà, et accompagner et soutenir vraiment les VDP qui sont sur le terrain et les FDS pour que la situation soit encore meilleure que celle que nous connaissons actuellement. Alors, Michel Nana, il n'y a pas eu que les actions offensives, il y a eu également des changements à la tête de la hiérarchie militaire. Le commandement, le chef d'état-major général est tout fraîchement installé. Quel est votre commentaire sur ce niveau-là? D'abord, je ne suis pas surpris. Pas surpris parce que chacun gouverne avec ses hommes. Et le capitaine IB est venu trouver une structure en place. Et je crois que aux premières heures, la stratégie, c'était pas de bousculer tout de suite ce qui a été mis en place par son protecteur, c'est de pouvoir travailler avec ceux qui étaient là, afin de pouvoir asseoir son pouvoir et maintenant regarder le reste. Je crois que Kabore a fait une année, parce qu'il est pratiquement dans la même période qu'il a été nommé et mis en place par Damiba. Donc aujourd'hui, IB a son homme, et son homme de confiance, parce que c'est lui d'ailleurs qui a géré et qui a conduit les assises nationales, si vous vous rappelez très bien. C'est lui qui a été le président du comité d'organisation. Je parle de Saint-Poré qui a pris la tête. Au moment où lui-même il annonce que les grandes manœuvres ont commencé pour la reconquête du territoire, et on s'attend bien sûr à ce que ce soit au niveau matériel, au niveau financier, au niveau des hommes, au niveau de la structure organisationnelle, on s'attend à ce qu'il y ait des changements. Mais comment comprenez-vous un tel changement à un moment où on est unanime que quand même l'armée est en train de monter en puissance? Mais l'armée est en train de monter en puissance, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas changer les fusibles. Et comme je l'ai dit, il a ses hommes avec qui il veut travailler. Ça a été toujours comme ça. Et moi, je m'attendais à ce que des choses pareilles arrivent. Donc, je ne suis pas étonné. Et tout ce que je souhaite, c'est que le nouveau CMGA puisse être l'homme de la situation, qui puisse permettre au président et à son équipe de pouvoir reconquérir le territoire, tout ce que je souhaite. Alors, au niveau de la lettre du Faso, le point de vue est clairement affiché à travers un édito intitulé « Les nominations sont bien justifiées ». Alors, effectivement, selon notre édito, comme vous le rappelez tout de suite, et c'est donc dire que ces nominations interviennent dans, je vais dire, 2 contextes. Le premier contexte est que l'armée aussi enregistre des victoires sur le terrain, ça c'est le premier contexte. Le deuxième contexte, les changements sont intervenus à un moment donné où il y a eu des manifestations dans la ville de Ouagadougou suite aux événements de tir de sommation en ville où certains avaient déjà laissé penser qu'il y a des tentatives ou des velléités de perturber la transition. D'aucuns sont allés dire qu'il y a un malaise au sein des forces armées nationales. Voilà, des mouvements d'humeur bien entendu. Donc ça montre qu'il n'est pas question de tout cela. Ce sont des réaménagements justement pour le chef de l'État pour mieux conduire cette transition. Et quand on regarde dans les faits, on peut dire que c'est le changement dans la continuité ou la continuité dans le changement, c'est selon. Parce que
lui, le colonel Major Saint-Poré Célestin, qui a pris en tout cas la tête du chef d'état-major général des armées. Il était l'adjoint, voilà, au temps du colonel David Cabré, et qui se repositionne en tant que chef d'état-major généralement. C'est tout à fait compréhensible et logique. Et il était même déjà le commandant du commandement des opérations sur le terrain depuis l'arrivée de IB, bien qu'il était l'adjoint. Donc il a été propulsé à un poste où il aura en tout cas une large de manœuvres pour mieux conduire en tout cas la politique sécuritaire en matière de lutte contre le terrorisme. Et en plus de cela, il y a également son adjoint, voilà, qui est le colonel je crois Diallo, voilà, Diallo Moussa, qui était jusque-là président à Oué, voilà, président de la délégation spéciale, je crois, voilà, gouverneur plutôt de la région des Hauts-Bassins. Voilà, c'est un atout en tout cas essentiel pour lui. Nous estimons que aussi de par son appartenance aussi ethnique, ça peut être un atout, voilà, parce que beaucoup dans cette situation là aussi accusent, il y a beaucoup de mots, de manifestations par rapport à cette question communautaire ethnique dans cette guerre là. Donc ça montre également qu'il est dans une logique d'unir tout le monde. Il n'est pas contre une communauté donnée, voilà. Donc ça peut traduire également ce message qu'il veut faire envoyer. Et au niveau du chef d'état-major de l'armée de l'air, c'est le colonel Théophile Nitiema qui prend les rênes. Voilà, l'armée de terre, bien sûr. Alors, c'est un ancien également du RSP qui a secondé à son temps aussi le général Gilbert Dendéré en tant que chef d'état-major particulier, voilà, de la présidence du Faso à son temps sous la transition. Et c'est un fin connaisseur, voilà, de l'armée de terre. Donc, on pense qu'avec ces nominations qui sont intervenues, avec ces 3 chefs militaires, et il y aura beaucoup d'autres acquis et d'autres victoires sur le terrain. D'accord. Alors, Saleh Omar, après avoir écouté ces explications que nous a données Idrissa Koumbem, qu'est-ce que vous pensez de ces changements au niveau de la hiérarchie militaire? Bon, disons que... Déjà, est-ce que ça vous a surpris? Ah non, pas du tout. Comme mon confrère du journal Le Pays vient de le dire, c'est sans surprise, hein, parce que IB gagnerait mieux à exploiter toutes les intelligences au niveau des forces armées nationales pour conduire à bien sa mission, aussi bien au niveau des forces armées nationales qu'au niveau aussi de l'administration publique, de l'administration publique, je vais dire, l'administration de façon générale, je vais dire. C'est bien vrai que actuellement on est tous focalisés sur la reconquête du territoire, ce qui est sa mission première d'ailleurs. Mais au-delà de ça, excusez-moi, au-delà de ça, il faut essayer de voir aussi d'autres entités qui peuvent quand même apporter leur soutien pour mener à bien le travail. Sinon, les nominations, c'est des personnes qui ont fait leur preuve sur le terrain. Et je pense que chacun vient avec son canevas, son programme bien établi. Alors, je pense que ces nominations vont apporter en tout cas une bouffée d'oxygène, en tout cas à notre lutte pour la reconquête du territoire. D'accord. Daouda Kinda, je le disais tout à l'heure, il est aujourd'hui indéniable que l'armée monte en puissance. On dit généralement qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Comment vous comprenez ces changements à la tête de la hiérarchie? Non, vous savez que c'est depuis 2016 que nous souffrons de ce mal-là. Et vous voyez que toutes les autorités qui se sont succédées à la tête de ce pays-là ont quand même eu à mener eux aussi des actions pour pouvoir reconquérir le territoire. Et quand le capitaine Ibrahim Traoré aussi est venu, lui aussi il est en train de déployer sa stratégie. Je vois ça comme un jeu de dames où on place des pions. Et depuis qu'il a pris le pouvoir, tout le temps, au niveau de l'armée, il y a des réorganisations qui se font. Vous voyez comment ils ont fait le découpage au niveau de l'armée de terre, de l'armée de l'air. Il y a ce qu'on appelle les brigades d'intervention rapide qui ont été créées. On a changé la tête au niveau de l'armée de l'air. Et il y a plusieurs structures de l'armée comme ça qui ont été réorganisées.
Voilà, et je crois que c'était dans une suite logique parce que c'est des structures qui n'avaient pas encore été touchées. Vous savez très bien que l'ancien chef d'état-major désormais, je veux parler de David Cabré, il a été nommé sous Damiba. Voilà, lui aussi il a apporté ce qu'il savait. Et Célestin aussi Saint-Poré, le colonel-major Célestin Saint-Poré, qui a été nommé récemment chef d'état-major général des armées, de ce qui ressort, en tout cas de ce que beaucoup disent, c'est un homme averti, un homme de terrain, un homme qui connaît un peu toutes les difficultés au sein de l'armée, un fin connaisseur de la chose militaire. Idriss Koumbem l'a rappelé tantôt, c'était lui qui était le COTN, le commandant du commandement des opérations du théâtre national, qui avait remplacé le Bamouni. Voilà. Donc ça veut dire que c'est lui en réalité qui était à la tête, ou en tout cas qui coordonnait toutes les actions entrant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au niveau terrain. Voilà. Mais donc, en le nommant chef d'état-major général des armées, il aura plus les reins solides pour pouvoir mieux déployer sa stratégie, en tout cas de concert avec toutes les autres entités de notre armée nationale, parce que le défi est grand et il faudra que tout le monde puisse s'investir véritablement pour pouvoir agir. Et comme on l'a remarqué, toutes ces pressions qui s'exercent sur les groupes armés là, ont contraint, font que les groupes armés n'ont plus trop d'espace comme ça pour agir. C'est toute cette stratégie qui a été mise en place là et qui permet d'atteindre tous ces résultats. D'accord. Une réaction, Michel Nana. Je dis quand même qu'il faut, il faut quand même que nous fassions le constat que depuis 2016, comme Kinda l'a relevé, il y a eu comme une sorte de jeu de chaises musicales au niveau de l'armée. Il y a eu tellement de changements, tellement de nominations, avec des compétences, de l'expertise célébrée et affirmée. Mais en fin de compte, il se trouve aujourd'hui qu'on a toujours, malgré les compétences, malgré les connaissances, malgré l'expertise de ceux qu'on a nommés jusqu'à présent, on se rend compte qu'on a toujours des soucis. Je pense qu'au-delà de ces nominations, il faut que chacun fasse sa part du boulot pour que le pays s'en sorte. Je veux dire par là que pour que le CMGA actuel, nouveau, puisse réussir, il faut qu'au niveau de tous les maillons de la chaîne, que chacun fasse son travail. Et que sur tous les maillons, il y ait, par exemple, de l'échelon, il faut que les moyens suivent. Il faut que les intelligences suivent. Il faut que l'énergie individuelle et collective suivent pour que, à la fin, ceux qui ont été nommés à des postes bien définis aujourd'hui là puissent atteindre les résultats pour le bonheur de tout le monde. Sinon, ce serait un perpétuel recommencement, parce que quand on regarde, les hommes, ils ont les compétences, mais quand on les met en main devant le mur, on se rend compte qu'à la fin que le mur là peut fissurer ou bien avoir des soucis. Vous semblez être d'un avis contraire, Daouda Kinda. Non, pas forcément d'un avis contraire, mais c'est pour compléter. Ce que quand même le capitaine Ibrahim Traoré a réussi à faire, quand même, il a réussi à créer un climat favorable au sein de l'armée. Si vous savez les divisions qu'il y avait au sein de notre armée, ça ne facilitait pas la tâche et ça n'était pas dans une bonne dynamique, en tout cas, de la guerre. Et vous voyez, il y avait des clivages, des histoires de clans, des histoires de promotion, des histoires de toutes sortes qui faisaient que ça compromettait quand même toute la lutte. Et en plus de cela, il y avait d'autres difficultés telles que les difficultés au niveau logistique qui faisaient en sorte que, quelle que soit la compétence que ces anciens chefs d'état-major là avaient, tant qu'il n'y avait pas la logistique, ou tant que la logistique ne suivait pas, ben, ça allait être difficile. Et justement, puisque vous parlez de logistique, on reconnaît tout ce que cela a contribué à ce que l'armée puisse monter en puissance. Et pour avoir cette logistique, on avait besoin d'argent. Et justement, pour soutenir cette lutte, il a été lancé le fonds de soutien patriotique. On a eu le point, environ 7 milliards de francs CFA récoltés en 2 mois. Alors, le journal Le Quotidien, vous avez intitulé votre édito en disant qu'il s'agit là du nécessaire engagement de tous les Burkinabés. De quoi s'agit-il? Vous vous souvenez que quand même
il y a plusieurs, comme je l'ai rappelé tantôt, il y a plusieurs stratégies ou plusieurs initiatives qui ont été prises. Dans le cadre de la reconquête du territoire, on a recruté des milliers de VDP, on a recruté des milliers de militaires, on a recruté des gendarmes, on a recruté des policiers. Et tout cela demande des moyens. Comment assurer le carburant? Comment payer les salaires? L'équipement. Comment les équiper? Parce que c'est un gros défi. Déjà, les VDP, ils sont combien? 15 000 plus 50 000, ils sont 90 000. 90 000. Ça suppose qu'il faut avoir à peu près 90 000 fusils. En tout cas, s'il faut tous les équiper. Sans compter les militaires, sans compter les eaux et forêts, 4 000 qu'on veut recruter d'ici 2024, sans compter les policiers et tout ça. Donc, ça nécessite vraiment des moyens. Mais est-ce que notre seul budget de l'État peut supporter cela? That is the question, comme le disent les Anglais. Donc, il a été fait appel à la solidarité nationale, que chaque Burkinabé quand même puisse délier le cordon de la bourse, apporter sa contribution. Mais au-delà de ça, des taxes ont été... on a instauré des taxes, par exemple, sur les boissons alcoolisées, la cigarette et d'autres... Même non alcoolisées. Et même non alcoolisées, voilà, merci. Et d'autres taxes encore pour permettre quand même de remplir les caisses de l'État, ou permettre quand même d'avoir des fonds pour permettre à l'armée de s'équiper. On parle de 7 milliards et 7 milliards. Et je pense que les 7 milliards, ce n'est rien que pour 2 mois déjà. 2 mois déjà. Vous voyez qu'en 2 mois, on a pu mobiliser 7 milliards. Vous imaginez 7 milliards, ce que ça peut faire en termes d'équipement. C'est déjà bien. Voilà. Mais l'objectif, c'est 100 milliards. 100 milliards pour permettre d'équiper ces VDP, d'équiper ces militaires, d'assurer le carburant. Mais 7 milliards, on est encore loin du compte, hein. Il faut le reconnaître. Mais c'est déjà bien. Donc, au journal Le Quotidien, en tout cas, nous appelons, dans notre édito, nous interpellons, nous exhortons l'ensemble des Burkinabés à comprendre la situation, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est patriote ou qu'on réclame souveraineté, et quand on demande à ce qu'on mette la main dans la poche, mais on devient réticent, on ne veut pas agir, pensant que oui, on a des mines là, on a ceci ou cela, on a des entreprises qui peuvent bien contribuer. Mais en tant que Burkinabé, il faut le faire, parce que c'est une nécessité vitale. Parce que si on n'arrive pas à reconquérir le pays ou les localités que nous avons perdues, comment est-ce qu'on peut arriver à exercer même nos travail dans la quiétude? C'est pourquoi nous exhortons quand même les Burkinabés à comprendre cela et à agir de telle sorte que sur le terrain, l'efficacité soit de mise. Alors, Saleh Omar, 7 milliards de francs CFA récoltés en seulement 2 mois, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez dit 7 milliards en 2 mois. Je pense que c'est peu, c'est très peu. C'est très peu pour un pays qui est en guerre. Et je pense que cela est dû, dans un premier temps, à un problème de communication, même autour même du fonds de soutien patriotique. Vous estimez qu'il n'y a pas eu assez de communication? Il n'y a pas eu assez de communication autour, en tout cas, de la mobilisation de ces fonds. Parce que vous savez, 7 milliards, c'est pas assez. En 2 mois, c'est pas assez. Et moi, j'aurais quand même pensé qu'au moins en 2 mois, 50 milliards, c'était quand même passable. Pas même assez impassable pour un pays qui est en guerre. Et regardez, quand je dis que les Burkinabés n'ont pas été assez solidaires. Non, pas solidaires. Ils n'ont pas compris d'abord. Parce que pour convaincre un Burkinabé à enlever son argent, soutenir une cause, il faut qu'il comprenne très bien. Mais la cause, elle est connue. Elle est connue, oui, justement. Si la cause est connue, et au même moment, on organise des conférences de presse pour dire que non, la présidence, il y a eu un audit à la présidence où il y a eu tel milliard qui a disparu. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a tel milliard qui a disparu. Et au niveau de la primature, il y a tel milliard qui a disparu. Alors, le citoyen lambda qui est assis, à qui on demande, et qui souffre jour et nuit, à qui on demande de participer à l'effort de guerre, et il entend au même moment
qu'il y a eu des détournements par-ci, par-là. Mais ces audits ne concernent pas la période de gestion actuelle de ceux qui ont eu cette initiative. Mais ça peut quand même nous aider, puisque nous sommes en période de guerre et nous avons besoin des sous. Nous avons besoin énormément de sous. Donc moi, je pense que la communication n'a pas été... comment je vais dire, n'a pas été très suffisante autour de la mobilisation. Parce que une chose est de vouloir que les gens participent à l'effort de guerre, c'est bien. De sortir dans les rues, de se mobiliser à la place de la nation ou bien à la place des Nations Unies pour dire qu'on soutient IBI, c'est bien. Mais une autre chose aussi est de faire sortir quelque chose. Et 7 milliards, moi franchement, ça m'étonne qu'en 2 mois, pour quelque chose de survie, avec les opérateurs économiques qu'on a dans ce pays, on se retrouve à 7 milliards. C'est lamentable. D'accord, on va permettre à quelqu'un de réagir. Il trouve que 7 milliards, c'est peu pour les Burkinabés en 2 mois. Il parle de 50 milliards qu'on aurait pu mobiliser. Il parle aussi de problèmes de communication. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Nana? Moi, je comprends ce que Sali a dit. Les arguments qu'il avance, moi, je comprends. Je ne veux pas dire que je les partage. Je comprends. Déjà, je veux dire que 7 milliards, déjà, il faut saluer la symbolique. On peut avoir plusieurs grilles de lecture de cette donnée qu'on nous a fait voir. Les 7 milliards, c'est déjà, moi je pense, c'est déjà une victoire pour la transition. Moi, c'est la première fois. Je crois une émission ici, le sujet a été abordé. C'est la première fois que pour cette question d'effort de guerre, cette question d'apporter sa contribution à ce que le pays retrouve sa quiétude. C'est la première fois que des autorités en fassent le point chiffré et qui disent aux populations, aux contributeurs, voici ou voilà ce à quoi nous avons abouti. Ce que vous avez donné, voilà ce que nous avons récolté. C'est la première fois. Sinon, je vais pas terminer. Sinon, à une certaine période, comme je l'ai dit ici, on a vu nos écoliers qui ont cotisé 100 francs. On a vu des associations, des mouvements, des forces politiques et sociales qui ont apporté leur contribution. Mais je n'ai pas souvenance que quelque chose est sorti me dire des cotisations là. Ouvrez vos contributions, voici ou voilà la somme que nous avons récoltée. Réaction, j'ai pas terminé, il faut que je termine. Il faut que je termine. Voilà, il faut que je termine. Voilà. Personne n'a encore dit ça. Donc c'est une victoire politique pour le pouvoir en place. Par ailleurs, moi j'estime que les 7 milliards, c'est encourageant parce que ce n'est qu'un début. Ce que je m'en c'est qu'un début parce qu'on ne sait pas si tout ce que les gens ont apporté comme contribution à cet effort de guerre-là, est-ce que c'était comptabilisé dans la même ligne? Est-ce que c'était dans la même ligne? Je ne suis pas sûr que tout ce que les gens ont apporté, acteurs politiques, acteurs économiques, hommes d'affaires, même des citoyens lambda, tout ce que les gens ont pu apporter depuis septembre 2022, depuis l'arrivée de IBI au pouvoir, je ne suis pas sûr que tout ait été comptabilisé dans ce qui nous est donné. Alors, réaction je pense que c'est d'abord il faut saluer cela et espérer que dans les mois à venir, qu'on puisse passer à une étape supérieure. Ça veut dire accélérer la contribution. Nous sommes pris par le temps très rapidement. Michel, je te comprends, mais il faut que je rectifie une chose. Très rapidement. Je n'ai jamais dit que les 7 milliards n'est pas encouragé. Non, moi ça m'étonne. Moi j'aurais voulu que ça va. Je trouve que c'est peu. Mais la symbolique, comme il vient de le dire, est à encourager. C'est normal. On peut ne pas atteindre les 7 milliards même. Peut-être on pouvait même être en deçà des 7 milliards. Mais moi, je pense, je suis étonné qu'à l'heure actuelle où nous sommes, où nous avons des opérateurs économiques dans le pays, nous avons vraiment des gens qui travaillent pour le pays. Alors, 7 milliards, je trouve que c'est insignifiant. Parce que c'est ça le premier point que j'avais abordé tout à l'heure. Il y a eu un problème de communication. Il n'y a plus assez de communication autour de ça. Donc, ça veut dire que les gens étaient un peu réticents. Parce que les gens ont vu par le passé, comme le confrère Michel vient de le dire, les gens ont donné de l'argent, soit par solidarité ou quoi, mais ils n'ont jamais vu de bilan.
Mais ce gouvernement est venu prouver que tout est dans la transparence en montrant clair comme l'eau de roche, voilà ce qui s'est passé. Mais je ne dis pas que ce n'est pas encouragé, mais je suis étonné que nous sommes à 7 milliards. D'accord, et nous allons avancer au niveau de cette tribune. Le deuxième sujet, situation à Dori, une descente de militaires a sémé la panique dans la ville. Des faits, il ressort qu'il s'agirait du meurtre d'un militaire qui a occasionné cette descente au niveau de cette ville toujours. Alors, Idrissa Koumbem, comment est-ce que vous avez vécu cette situation de Dori? Une fois de plus, la cohésion entre civils et militaires est mise à mal. Alors, vous l'avez bien dit, la cohésion entre civils et militaires. Moi, quand j'entends ça, je veux qu'on redépose et on redéfinisse la problématique et qu'on la pose en tant que collaboration maintenant entre militaires et civils. Parce que quand on dit civils et militaires, ça suppose que c'est voilà, l'armée n'a pas de problème avec les civils et c'est les civils qui ont de problème avec l'armée et il faut aller. Non. Je crois qu'à l'étape où nous sommes là, il faut poser le problème maintenant entre la coexistence, la cohabitation entre les militaires avec les civils. Et ce qui vient de se passer à Dori est un cas vraiment très malheureux. Voilà. Et ce n'est qu'une suite logique et la conséquence des mesures toujours en cours et qui n'aboutissent pas à quelque chose de grand. Voilà. On l'a remarqué tout dernièrement à Nagré, où des militaires ont fait une descente et ils ont bastonné des gens. Il y a eu également le cas de Dapoya. Je pense que par les années antérieures, il y a eu des cas à Pau et Kaya même. Voilà. Et il n'y a rien eu. En tout cas, pour le moment, ce qu'on a est qu'il y a eu des mesures disciplinaires à l'interne qui vont suivre le cours, mais jusque-là, on ne voit rien. Nous pensons que c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions dissuasives au sein des forces armées et contre ces éléments qu'on peut qualifier de brebis galeuses là, que ces faits se répètent. Et ce qui est grave à Dori est qu'il y a eu des morts. Voilà, 7 personnes. Voilà. Et lorsque vous arrivez par des faits de règlement de compte avec des civils et vous arrivez à tuer jusqu'à 7 personnes, comment voulez-vous maintenant que cette population-là puisse collaborer vraiment en de bons termes avec, nos soldats, surtout dans le contexte des crises sécuritaires. Donc je crois que pour cette fois-ci, il faut vraiment prendre le problème à bras le corps et en tout cas sanctionner clairement ceux qui ont commis cette forfaiture-là, parce que ce n'est pas à tolérer. D'accord. Alors Daouda Kinda, une énième situation qui arrive une fois de plus. Comment avez-vous vécu ces événements de Dori où il y a eu des pertes en vie humaine? Très mal, très mal. Et que dire? Je me demande même pourquoi ces militaires-là sont à Dori. Ils sont là-bas pour assurer quand même la quiétude des populations et garantir l'inviolabilité de nos territoires. Mais avec ce qui se passe, on se demande même pourquoi ils sont là-bas, si on en arrive à tuer même des civils, parce qu'il y a un des vôtres qui a été assassiné ou qui a été tué par quelqu'un, en tout cas même si c'est par un civil. Mais il y a des juridictions compétentes qui sont là. Il y a la justice qui est là, qui peut bien mener des enquêtes et faire la lumière sur ce qui s'est passé. Mais quand on veut se venger parce qu'il y a un frère d'armes qui a été victime d'un acte ignoble et qu'on déploie tout notre arsenal militaire dans un quartier, Petit Paris si je ne me trompe pas, et tirer, inquiéter tout le monde, bastonner des gens, jusqu'à même tuer, on va nous dire que ce sont des balles perdues. Mais on pouvait éviter tout ça. Pourquoi est-ce que tout le temps, lorsqu'un militaire est agressé, on déploie toute la force pour intimider, pour agresser, pour violenter des civils? Pourtant, ce sont ces mêmes civils-là, c'est pour ces mêmes civils-là que vous avez été recrutés dans l'armée. C'est vraiment très regrettable qu'on en arrive à là. Et à chaque fois, on nous dit qu'il y a telle ou telle mesure, la hiérarchie nous rassure, comme quoi il y a des mesures disciplinaires qu'on prend pour régler tout ça. Mais finalement, on se demande, ça sert à quoi? Regardez ce qui s'est passé à Nagré. Les populations elles-mêmes étaient obligées de se venger. Vous avez vu la suite? Des militaires ont tout bastonné, incendié des motos là-bas. Parce qu'arrivé à un certain moment, c'est quoi? Ça devient l'anarchie et on va se rentrer dedans. Et qui peut présager de la suite? Ce qui s'est passé à Pau, ce qui s'est passé à Dapoya, ou quelqu'un qui, par exemple, qui a son épouse derrière à moto, qui, juste pour passer seulement, il n'est même pas du quartier, il veut passer seulement, on le bastonne.
parce qu'il y a un militaire qui a été pris à partie là-bas. Mais c'est regrettable. Alors, et c'est des choses à condamner de la plus forte des manières. Alors, Michel Nana, est-ce que vous pensez, comme les deux confrères, qu'il s'agit là de précédents aussi qui n'ont pas été réglés et qui, vu qu'il n'y a pas eu de mesures discriminatoires, de mesures pour éviter une telle répétition, ça continue. Et cette fois-ci, c'est à Dori. Depuis plusieurs années, nous sommes face au même phénomène et aux mêmes actes. Depuis plusieurs années. Et à chaque fois qu'un acte de ce genre se pose, et ça se répète, on est sur les mêmes commentaires, on est sur la même ligne. Je pense que il faut que l'armée nous explique ce qui se passe. Ce qui s'est passé à Dori, je me rappelle, toute la journée, je lisais des alertes demandant à la population de ne pas sortir le soir. C'est au regard du bilan, après, je me suis rendu compte pourquoi, au niveau sur les réseaux sociaux et ailleurs, on demande à la population de ne pas sortir. Et si on est arrivé à demander à la population de ne pas sortir, ça veut dire qu'on préméditait, on organisait quelque chose. Et cette chose à laquelle on a assisté, c'est une expédition punitive, meurtrière sur la population civile. Vous y allez un peu fort. Oui, mais c'est ce que je peux dire. Les gens de l'armée, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos amis, ce sont nos copains, en tout point de vue. À un moment donné, il faut que l'armée nous explique ce que se passe pour que cela puisse se répéter, pour que parce que c'est devenu une culture, c'est devenu un comportement au sein de l'armée, que un de leurs soit pas ambassadeur, ait des problèmes dans un quartier et qu'on descende pour bastonner tout le monde, même les chiens. Dans un contexte pareil, je pense que ce qu'on demande au corps social, aux uns aux autres, c'est d'opérer leur mue. Chaque corps opère sa mue pour qu'on puisse retrouver sa quiétude. Et si l'armée qui est à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre l'insécurité, que l'armée dans ce contexte permette à certains de ces éléments, je ne veux pas dire permettre, en tout cas, que des éléments de l'armée puissent se permettre un tel acte dans ces conditions pareilles, que voulez-vous que les civils pensent de vous? Que voulez-vous que les autres corps sociaux là, que voulez-vous que ça, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous compléter dans le sens que il faut qu'ensemble on puisse trouver la solution. Moi je suis mal à l'aise. D'accord. Et je suis mal à l'aise, je suis vraiment désemparé pour ce qui s'est passé à Dori. 7 morts, c'est exagéré. On dirait que c'est un groupe terroriste qui a fait une descente musclée dans un quartier. C'est le rapprochement qu'on peut faire. Notre armée, l'armée patriotique, l'armée qui a amené à reconquérir le territoire, l'armée sur qui nous comptons et en qui nous avons confiance, n'a pas besoin de poser ces actes-là pour que nous puissions retrouver notre quiétude. C'est vraiment désolant. Réaction rapide, Salioma. Bon, je pense qu'avec les confrères ont beaucoup épilogué sur ça. Je vais juste revenir sur le comportement de certains pans de notre armée. Je ne dirais pas toute l'armée, parce que si ce n'est pas une histoire de sous, c'est une histoire de fesses. Ce n'est pas une histoire de fesses, c'est autre chose. Dord Kinda vient de le dire, en Nagarin, vous avez remarqué que après leur descente musclée en Nagarin, il y a eu une riposte de la population, des manteaux ont été incendiés et l'armée en son temps avait promis qu'une enquête sera ouverte et que des responsabilités seront situées et que des mesures seront prises, ce qui avait été dit. Et jusqu'à ce que cette personne meure à Dori par une descente punitive, entre griffes meurtrières des forces de défense et de sécurité. Alors pour dire que il n'y a pas eu une réaction lors de cette descente en Nagarin qui a entraîné ce que nous savons, ce que nous connaissons à Dori. Donc, en quelque sorte, c'est le caillou qui se trouve dans la botte de Ibrahim Traoré.
Alors s'il n'enlève pas ce caillou, il ne peut pas rester droit dans ses bottes. Et que ça peut lui causer problème. Il ne peut pas être sur deux fronts en même temps. Nous sommes déjà dans une guerre. Une guerre que nous menons et que ces derniers temps, Dieu merci, les choses commencent à aller dans le sens voulu. Et si au même moment, on voit certains corps du métier qui se livrent à des écarts de conduite comme ça, je pense qu'il faut réagir. Il faut réagir avec la plus grande fermeté pour que cela ne se reproduise plus. Parce qu'à l'allure où ça va, on peut avoir une autre guerre dans cette guerre. On ne le souhaite pas et on n'a pas épilogué sur ça. Voilà, tout à fait. Donc, il faut réagir parce que il ne faut pas qu'on va se frapper dans une pluie qui nous frappe encore. D'accord. Alors, nous allons vite passer au troisième sujet retenu pour cette tribune. Que reste-t-il de l'accord d'Alger pour la situation au Mali? La question se pose puisque les mouvements de l'Azawad ont dénoncé la violation par le passage de 2 avions de chasse de l'armée malienne sur Kidal. Alors, Daouda Kinda, est-ce qu'il faut craindre selon vous? Je trouve que il y a quand même des inquiétudes, hein. Il y a quand même des inquiétudes. Il est impérieux quand même que les deux parties puissent toujours respecter les différents points de l'accord, quand même si on sait que depuis un certain temps ils ne s'entendent pas, il y a une division et il y a même eu des rencontres même à Alger encore pour parler encore de ces accords là. Mais il y a des inquiétudes, mais il faudrait que les deux parties puissent encore renouer avec le dialogue pour en parler. Et je crois que c'était en prélude le jeudi, je pense, le jeudi, l'Azawad en griffe qui commémorait son indépendance en griffe toujours, parce qu'elle croit ou parce que les leaders de l'Azawad pensent qu'ils sont indépendants. Donc, peut-être que c'est compris, hein, je ne connais pas toute l'intégralité des accords, mais si l'accord reconnaît que le territoire du ressort de Kidal, en tout cas de l'Azawad en griffe, est inviolable et que l'armée malienne ne peut pas survoler sans accord préalable des autorités de l'Azawad toujours en griffe, que ces autorités-là ne le fassent pas, parce que ça peut créer une escalade de violence dans un pays déjà en proie au terrorisme, aux différentes... c'est vrai que l'armée malienne aussi a quand même engrangé de nombreuses victoires sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, mais il ne faudrait pas qu'on ait encore une guerre dans la guerre, parce que souvenez-vous, lorsque ça avait démarré, il y a eu quand même des affrontements entre les deux entités là, et ça crée quand même pas mal de dommages, et jusqu'aujourd'hui l'armée ou le Mali est, quoi qu'on dise, est toujours divisé. Donc il va falloir poursuivre le dialogue, trouver un terrain d'entente, parce que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une escalade. D'accord. Alors, Idrissa Koumbel, depuis 2015, aucun avion de l'armée malienne n'avait plané sur Kidal. Depuis jeudi, c'est chose faite. Est-ce qu'il ne faut pas craindre? Je vous retourne la même question. Alors, je pense qu'il faut craindre. Voilà, au-delà du fait qu'il y a eu des avions qui ont survolé, en tout cas la zone de Kidal et autres, il faut voir les précédents, voilà, avant ces actes. Alors, vous vous souviendrez que même en janvier, c'est l'État malien même qui avait dénoncé à un moment donné le non-respect de l'accord de l'Alger par la coordination des mouvements de l'Azawad. Et après ça, il y a eu un élément important qui est aussi intervenu, et qu'à un moment donné, ces mêmes mouvements demandaient à faire une coalition avec l'armée pour lutter contre l'État islamique. Voilà, qu'ils considéraient comme étant plus violents pour les combattre. Donc, ce contexte n'est pas encore terminé. Et si, à cette étape-là, il y a en tout cas des bisbilles entre les mouvements de l'Azawad et l'État malien, le risque qu'on peut avoir est que ces mouvements-là se coalisent avec l'État islamique
pour mener des opérations maintenant contre l'armée. Et c'est ça véritablement qu'il faut craindre, voilà, selon moi. D'accord. Pendant ce temps, au niveau des éditions Le Pays, on soulève une autre interrogation sur la critique au Mali. Et votre édito est intitulé plutôt « Pourquoi les autorités se montrent-elles allergiques à la critique ?» Bien sûr, les pouvoirs de transition, tout le monde le constate, et même chez nous. Sauf que là, il est question du Mali. Question du Mali, effectivement, c'est allergique aux critiques, oui, parce que après deux militants, deux activistes que le pouvoir malien a fait mettre Youf pour critique, c'est un parti politique qu'ils ont entrepris de liquider pour avoir critiqué le premier ministre Choguel Maïga. Le président de ce parti a estimé que Choguel Maïga a un but de sa personnalité et qu'il était pénichard. Et pour avoir perforé ces mots, tout ce que le ministère de l'administration territoriale malien a trouvé, c'est de demander à ce qu'on liquide son parti. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que nous regrettons ici, c'est qu'effectivement, ce que nous constatons du moins, c'est que effectivement, le pouvoir malien est très susceptible quand il s'agit de critiques. Quand vous l'applaudissez, il n'y a pas de souci. Mais quand vous dites quelque chose qui ne veut pas entendre, là vous avez des problèmes avec les dieux du bord du Yoluba. Alors, et toujours avec vous, nous allons aborder le dernier sujet qui concerne la Côte d'Ivoire. Il y a eu le congrès du PDCI-RDA et le meeting du PPACI, parti de Laurent Gbagbo. Les élections locales semblent être en ligne de mire. À voir votre édito sur la question. Bien entendu, le week-end passé, il y a le PDCI-RDA de Hariko Dambédié et le PPACI de Laurent Gbagbo avaient deux activités distinctes. Le PDCI-RDA, il s'agissait du 7e congrès du parti. Pour ce qui est du parti de Laurent Gbagbo, c'était un meeting. Et je crois que dans les deux partis, la visée, c'est bien sûr les élections locales qui auront lieu en septembre 2023, je pense. Et ces partis estiment que ces élections-là constituent l'antichambre de la prochaine victoire aux élections de 2025. Donc il faut tout faire pour qu'en septembre, ces élections-là puissent être, la victoire puisse revenir au PDCI et au PPACI qui, dans les tractations, veulent mettre en place une coalition pour aller à l'encontre de parti de Alassane Dramane Ouattara. Alors, les tensions ont commencé un peu au niveau électoral en Côte d'Ivoire avec ces sorties du PDCI, RDA et du PPACI. Saleh Omar, est-ce que vous pensez qu'il faudra un peu craindre pour les élections présidentielles puisqu'il est question d'aller en coalition contre le parti présidentiel? Bon, je pense que pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, les vieux loups de la politique savent les dérapages, les conséquences des dérapages au niveau des élections. Et je pense qu'il, lors du meeting de Laurent Gbagbo et ainsi que du congrès du PDCI de Hariko Dambédié, ce qui est fondamental à souligner, c'est le message d'apaisement qui a été véhiculé au cours, en tout cas, de ces activités. Même si un peu Laurent Gbagbo est revenu un peu sur son incarcération à la CPI, où il a accusé pêle-mêle la France, les ex-rebelles et autres. Je pense qu'au fond, le message qui a été véhiculé, c'est un message de paix, de réconciliation. Et je pense que ce soit Alassane Dramane Ouattara, que ce soit Hariko Dambédié, que ce soit Laurent Gbagbo, en tout cas, je pense qu'il gagnerait mieux à pouvoir véhiculer un message de paix pour que les élections qui vont se dérouler en 2025, je pense, ne soient pas source de tension au sein de la population. Et c'est sur cette conclusion du journal Aujourd'hui au Faso que nous mettons un point final à cette tribune. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique qui a permis sa réalisation. On se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour une autre émission. Mais en attendant, la tribune des éditos vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Merci.